On va passer de bons moments quand même. Ouais. Mais bon, on savait qu'il y en avait plus pour longtemps, que... Ouais, je sais. Je crois qu'Olivier a préparé un petit diaporama de nostalgie. Je vais aller voir. J'arrive. Rip in peace, Fond Blanc. Welcome in Brainwash. Bonjour à tous mes petits camarades non irradiés. Enfin peut-être. Sait-on jamais. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, si, nous allons parler de la création et de l'utilisation d'une nouvelle invention majeure qui a marqué un tournant dans le XXe siècle. Ah, l'aspirateur. Alors non, Chauffage? non. La brosse à dents électrique? La bombe atomique. La bombe atomique. Ouais, on est passé du grille-pain à la bombe A. Oui. Car chez nous, à Brainwatch, nous sommes fiers de vous présenter les meilleures facettes de l'humanité. Bon, procédons par ordre. Avant d'en arriver à ça, puis à ça, il faut voir comment ça s'est fait. Et donc d'abord avec la découverte du radium et du polonium. Bon, étant donné qu'il faudrait faire un épisode entier sur le radium, on va se contenter de dire qu'il a été découvert par Marie et Pierre Curie et qu'il est à la base de forte radioactivité, plus forte que l'uranium. D'ailleurs, Pierre Curie avait testé sur son bras les effets directs du radium. Bon, vous moquez pas de lui, hein. C'était un scientifique, il a fait des tests, lui. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont été encore plus cons avec le radium, hein. Ah, ceux qui s'en sont servis comme argument marketing pour en mettre partout? Ouais, genre dans les tablettes de chocolat et tout là. Les repas de famille devaient être palpitants. Donc avec le radium, de nouvelles possibilités s'offrent à l'humanité, et pas seulement d'en mettre dans ta nourriture ou tes sous-vêtements. Donc pour parler de ce qui nous intéresse, il faut faire un bond dans le temps depuis la découverte du radium en 1898 et son innocente utilisation dans nos réveils matins. Pour arriver en 1933, à 6 ans de la guerre mondiale, dans la petite maisonnette de Einstein et Szilard qui vont faire des découvertes qui vont détruire à tout jamais l'innocence de la radioactivité. Il y a un truc qui va pas dans cette phrase. Donc Szilard, ami d'Einstein, lui fait part de ses récentes découvertes sur le principe de réaction en chaîne capable de provoquer des explosions spectaculaires. Et de peur que ces découvertes tombent entre les mains des nazis qui pourraient s'en servir pour faire tout péter, ils partent en Amérique les donner au président Roosevelt. Bon, c'est vrai que filer les infos aux Américains en espérant qu'ils fassent pas tout péter, c'était moyen. Mais il faut bien se dire qu'à l'époque, tout le monde faisait des recherches sur la radioactivité, donc ce serait arrivé à un moment ou à un autre. Et c'est ainsi qu'en 1939 est créé un comité consultatif pour l'uranium afin de se protéger des nazis. Ce comité sera donc à l'origine du fameux projet Manhattan. Projet duquel Einstein sera écarté par les services secrets puisqu'il était pas super chaud à l'idée de la création de cette bombe. Ah, désolé monsieur, ici on construit une arme de destruction massive. Pas de place pour les sentiments. Ceci dit, rouge, ça fait trop tape à l'œil, hein, je trouve. Par contre, le vert, moi j'aime bien. Il paraît également que Einstein pensait qu'il fallait soutenir l'URSS. Donc voilà, ça les mettait un peu mal les Américains. Le projet Manhattan avait pour objectif la construction d'engins explosifs atomiques pour prendre l'ascendant technique sur les nazis. Le projet sera mené à bien par le physicien Julius Robert Oppenheimer de 1942 à 1945. Il s'entourera bien sûr d'autres physiciens, mathématiciens et chimistes pour parvenir à la création des engins atomiques. Et vous vous rappelez de Einstein qui voulait pas qu'on crée cette bombe et tout ça? Vous savez quoi, ils en ont fait 3. Non, d'accord, ok. On a fait 3 bombes atomiques. Mais fallait rentabiliser d'abord, et au moins, on a fourni de l'emploi. Chais. Alors c'est sûr que sur ce point, ils sont inattaquables. Juste pour le projet Manhattan, environ 120 000 personnes ont été engagées. Et les sites consacrés à ce projet comptaient environ 1200 bâtiments. Et alors là, niveau architecture, il a fallu du très lourd. Des bâtiments sans fenêtres, d'autres de 260 mètres de long sur 30 mètres de haut, et il y a même un autre site, celui d'Oak Ridge, qui s'étalait sur une superficie 2 fois plus grande que Paris. J'ai même fait rajouter une piscine dans mon bureau. Vous voulez faire un plouf? Mais rappelez-vous que tout ça était conçu pour contrer la menace grandissante nazie. C'était l'objectif. Donc maintenant que nous avons vu la création du dit projet Manhattan, initié donc à l'époque par le président Theodore Roosevelt, qui m'a ruiné toutes mes parties de Civilisation 6, merci Roosevelt. Nous allons maintenant parler des bombes en elles-mêmes, après un petit instant pub. Radium et compagnie. Découvrez toute notre gamme de produits. Dans la catégorie fruits et légumes, nous vous proposons nos tout nouveaux Radis au Radium. Dis donc, c'est sacrément bon. Dans
alimentaire toujours, laissez-vous tenter par l'atome de vache. Vous avez compris, l'atome. Quoi, vous trouvez ça nul? Bon, vous allez pas m'en faire tout un fromage. Une bonne blague pour un bon fromage. Pour votre salle de bain, nous vous proposons nos urinoirs en uranium. Ça brûle. Enfin, dans notre rayon bricolage, nous vous proposons notre peinture radioactive à la bombe pour repeindre le monde de votre couleur. Merci, Radium et compagnie. Radium et compagnie, des lendemains radieux garantis. Radium et compagnie. La première bombe créée par ce projet sera la bombe dénommée Gadget et elle ne sera qu'une bombe test. Gadget sera testée le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique pour l'essai Trinity. Gadget était une bombe à implosion, beaucoup trop instable pour être opérationnelle sur le champ de bataille. Un essai qui sera tenu le plus secret possible par l'armée américaine et le général Grove en charge de l'opération. D'ailleurs, on évitait d'utiliser le terme bombe pour limiter les risques d'espionnage. On appelait ça feu d'artifice à l'échelle nationale. C'est Billy qui a trouvé. D'ailleurs, pour maintenir cet essai le plus secret possible, le général Grove décidera de réaliser l'explosion vers 4h du matin, car d'après lui, une explosion si tôt le matin attirerait moins l'attention d'observateurs éventuels. J'ai envie de dire, c'est l'intention qui compte. Sauf que malheureusement, il fut d'ailleurs le premier étonné, la lumière émise par l'explosion fut visible à 300 km aux alentours et a réveillé tout le voisinage. C'est dommage. D'ailleurs, pour que ça passe inaperçu, le gouvernement a déclaré qu'il ne s'agissait que de l'explosion d'un dépôt d'armes. Oui, il y avait énormément d'armes dans ce dépôt, en plein milieu du désert mexicain, tout seul, sans protection. On n'avait pas mieux comme excuse? Donc après ce test qui fut une réussite en soi, il était temps pour les Américains de passer aux choses sérieuses avec les deux autres bombes qui furent créées, et cette fois pour le champ de bataille. Laissez-moi vous présenter Fat Man et Little Boy. Et oui, je sais, leur nom de code sonne très fort comme deux super-héros de comics un peu pétés. During the test of a nuclear weapon in the Mexican desert, the soldier Bruce Wagon, who was having a sunbath, was hit by the explosion, which turned him into... Tu vois, moi, franchement, je pense que ça passe. Il va avoir des ennuis. Ok les gars, c'est foutu, on annule tout. Je viens d'avoir la prod au téléphone, on vient de se faire attaquer en justice. Mais on n'a même pas fini. Ouais, je sais, mais c'est rapide la justice de nos jours. Hein. On a pris pourquoi c'est long? Éthique morale et plagiat. Et merde. Alors pour commencer, Little Boy fut la deuxième explosion nucléaire de l'histoire après l'essai de Gadget. Little Boy, soit petit garçon en français, était une bombe à l'uranium alors que Fat Man, soit gros monsieur, était une bombe au plutonium. Attends, t'avais pas parlé du radium au début de l'émission? C'est compliqué. Donc nous sommes en 1945, l'Allemagne nazie a officiellement capitulé et le Japon est dans une situation complexe. Et c'est là qu'intervient Henry Truman, nouveau président des États-Unis, qui a succédé à Roosevelt après sa mort la même année. Truman contactera donc l'empereur japonais Hirohito pour une demande de reddition, ce que ce dernier refusera catégoriquement. A noter que j'ai dit Hirohito a refusé, hein. Le reste des japonais, ils étaient plutôt chauds. Truman s'énerve donc un bon coup, réunit le comité pour choisir les cibles, et en août, n'hésite pas à balancer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Sacré début de mandat! Monsieur le Président, ça y est, les nazis ont capitulé et les japonais... J'ai paniqué, vous êtes rentré trop vite, et j'ai paniqué. À qui la faute? À moins que ça se soit passé comme ça. Monsieur le Président, les nazis ont capitulé et les japonais peuvent plus rien nous faire. Ah super! Désolé, il était là et... désolé, c'est pas grave. Oh, encore! Oh, c'est dommage! Mais non, mais arrêtez, enfin. Et c'est ainsi que Little Boy fut lancé sur Hiroshima le 6 août et Fat Man sur Nagasaki 3 jours plus tard. Et le 2 septembre 1945, Hirohito capitula officiellement. Bon, malgré les milliers de morts et les dégâts matériels, le monde se réjouit de la fin de la guerre. Et maintenant, je vais me permettre de faire un rappel un peu moins drôle. Oui, bah c'est une émission historique, j'aime bien la rigolade, mais bon. Pour rappel, le projet Manhattan, créé en 1939, a été conçu pour endiguer la menace nazie grandissante. Menace qui disparaît donc en mai 45, tandis que le Japon est laissé dans une situation plutôt compliquée. Il perdait du terrain, même s'il résistait tant bien que mal dans le Pacifique. L'Allemagne et l'Italie s'étant rendues, le Japon devenait la dernière cible des Alliés, même s'il était dans la panade. D'ailleurs, une partie de la classe dirigeante qui désavouait l'empereur était disposée à une reddition
solution sans condition. C'est curieux donc d'employer les bombes atomiques alors que la diplomatie aurait pu en venir à bout. Mais bon, à ce moment-là, il s'agissait moins de vaincre les Japonais que de prendre le dessus sur l'Union soviétique, nouveau rival sur la scène mondiale. Et donc l'effet de la bombe devait être maximal. Ils étaient plus là pour faire des tests. Finalement, l'utilisation des bombes atomiques n'était peut-être pas une nécessité pour vaincre le Japon. Vous avez plus grand chose à dire là, hein? Mais de quelle bombe vous parlez? Moi je suis vendeur de feux d'artifice, hein, de père en fils, de fils en père. Bon, c'était la joie tout ça. Navré pour mon manque d'humour sur cette fin d'émission, mais le sujet était un poil sérieux. Bon attendez, je vais rattraper le coup, j'en fais une blague. C'est Pierre Curie qui va voir sa femme et qui lui dit « Tu es rayonnante ce matin ». J'adore l'humour. Allez, on se revoit très vite et prenez bien vos chocolats au radium. Ciao! My mom, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, blah, bum, blah, bum.